Aurélie pose délicatement le dernier morceau de papier cadeau doré sur la petite boîte bleue. Dans sa cuisine étroite aux carreaux défraîchis, 3 paquets soigneusement emballés attendent sur la table. Un foulard en cachemire pour maman, un livre de recettes italiennes pour Mathilde, un puzzle de 1000 pièces pour le petit Théo. Elle a économisé pendant des mois pour ses cadeaux, comptant chaque euro de son salaire de caissière au supermarché. 32 ans, célibataire, employée depuis 8 ans au même poste. Aurélie a appris à mesurer ses bonheurs aux petites choses. Aujourd'hui, c'est la satisfaction de voir ces 3 paquets parfaitement emballés, témoin de son amour pour sa famille. Son téléphone sonne. L'écran affiche « Maman ». Son cœur se serre déjà, cette intuition sourde qui la traverse chaque fois que sa famille l'appelle ces derniers temps. Aurélie, la voix de sa mère Françoise résonne froide, distante. « Oui maman, je viens de finir d'emballer vos cadeaux. Je serai là demain vers midi, comme prévu. » Non, le mot tombe comme un coup près. Ne viens pas à Noël. On ne te veut pas. Le silence s'étire dans la petite cuisine. Aurélie sent ses mains trembler légèrement. Le téléphone glisse entre ses doigts moites. Le mari de ta sœur te trouve trop pauvre. Continue Françoise avec cette brutalité que seule la famille s'est infligée. Il dit que ça fait désordre à table devant ses collègues. Tu comprends ? Ils ont une certaine image à préserver maintenant. Un déclic. Mathilde a pris le téléphone. Frangine, écoute-moi bien. Sa voix a ce ton condescendant qu'Aurélie connaît depuis l'enfance. On est dans un autre niveau maintenant, tu comprends ? Philippe vient d'être promu directeur commercial. Ses patrons viennent dîner. Ça va vraiment pas le faire avec nos invités. Aurélie ferme les yeux. Elle revoit sa sœur cadette, celle qui autrefois venait pleurer dans ses bras quand leurs parents se disputaient. Cette même Mathilde qui mendiant ses conseils pour tout, qui l'appelait « ma grande sœur chérie ». Elle regarde les cadeaux devant elle. 3 mois d'économie. Des heures à chercher le cadeau parfait pour chacun. À comparer les prix dans 3 magasins différents. Elle pense à sa robe noire, la seule convenable qu'elle possède, déjà repassée avec soin et suspendue dans son armoire. « Tu es là ? Tu m'écoutes ?» insiste Mathilde avec agacement. Aurélie inspire profondément. Une étrange sérénité l'envahit soudain, comme si quelque chose en elle venait de se libérer d'un poids qu'elle portait depuis des années. « Ok. » Et elle raccroche. Le silence de son studio l'enveloppe doucement. Pas de colère, pas de larmes, juste une clarté nouvelle qui éclaire son esprit. Elle se lève lentement, ouvre le tiroir de sa commode et en sort un carnet rouge, cadeau de sa meilleure amie l'an dernier. D'une écriture posée et ferme, elle note « 23 décembre. Aujourd'hui, j'ai appris que je valais plus que leur opinion. » Aurélie contemple une dernière fois les 3 paquets. Puis, avec des gestes précis et réfléchis, elle les range soigneusement dans son placard. Demain, elle passera Noël autrement. Mais comment une femme seule peut-elle transformer la plus grande solitude en véritable liberté ? Le matin du 24 décembre, Aurélie se réveille avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas cette boule au ventre qui l'accompagne habituellement les jours de fête. Pas de stress pour arriver à l'heure, pas d'angoisse sur sa tenue, pas de préparation mentale pour supporter les remarques. Juste le silence paisible de son petit studio et une liberté nouvelle qui l'étonne elle-même. Elle prépare son café en regardant par la fenêtre. Les rues se vident progressivement. Les familles se dirigent vers leur réunion de Noël. Une mélancolie douce l'effleure, mais sans amertume. C'est plutôt de la curiosité. Que va-t-elle faire de cette journée inattendue ? En fouillant dans son sac, elle retrouve un prospectus froissé ramassé la semaine dernière devant le métro. Centre d'accueil, les mains tendues, repas de Noël pour tous. Bénévoles bienvenus. Elle n'y avait pas vraiment prêté attention à l'époque, mais aujourd'hui ces mots résonnent différemment. Pourquoi pas ? Se dit-elle à voix haute. 2 heures plus tard, Aurélie pousse la porte du centre d'accueil. L'odeur de cuisine et le brouhaha des conversations l'accueillent. Une femme d'une 50aine d'années, tablier noué autour de la taille, l'aperçoit. « Vous venez pour le repas ?» demande-t-elle avec un sourire chaleureux. « En fait, je viens pour aider, si c'est possible. »« Ah, parfait !» s'exclame la femme. « Je suis Marie, la coordinatrice. On manque cruellement de bras aujourd'hui. Vous tombez à pic. » Marie lui tend un tablier et l'emmène vers les cuisines. C'est là qu'Aurélie rencontre Marcel. Un homme de 58 ans, cheveux grisonnants soigneusement coiffés, qui découpe des légumes avec une précision d'orfèvre.
« Bonjour, mademoiselle », dit-il en levant les yeux, révélant un regard d'un bleu perçant. « Marcel Dubois, ancien chef cuisinier. Et vous ?»« Aurélie. » Elle hésite. « Je ne suis pas cuisinière, mais j'aime bien faire la cuisine. »« Alors vous allez apprendre. » Marcel lui montre comment éplucher les pommes de terre correctement. « Voyez, il faut enlever juste la peau, pas la chair. Chaque geste compte quand on nourrit 200 personnes. » Pendant qu'il travailla côte à côte, Marcel raconte son parcours sans apitoiement. Restaurant gastronomique fermé après la crise, divorce, puis licenciement de son dernier emploi dans une cantine scolaire. La rue, ça vous tombe dessus sans prévenir, explique-t-il en remuant une énorme marmite. Un jour vous avez tout, le lendemain plus rien. Mais regardez, je cuisine encore, c'est ça qui compte. Sa philosophie touche Aurélie. Cet homme a perdu l'essentiel mais garde sa dignité, son savoir-faire, sa générosité. Le secret d'un bon plat, continue Marcel en ajustant l'assaisonnement, c'est l'amour qu'on y met, peu importe les ingrédients, du moment qu'il y a de l'amour. Vers 15h, alors qu'elle sert les tables, Aurélie remarque une jeune femme assise à l'écart avec un petit garçon. La femme, métisse aux cheveux tressés, garde les yeux baissés pendant que son fils, environ 9 ans, colorie sagement. Aurélie s'approche avec son plateau. « Bonjour, vous reprendrez un peu de purée ?»« Merci », murmure la jeune femme. « C'est très bon. » Le petit garçon lève la tête. « Maman, elle ressemble à la maîtresse. »« Kevin », gronde doucement sa mère, visiblement gênée. « Je m'appelle Aurélie. Et toi ?»« Kevin. J'ai 9 ans. Et je sais déjà lire. »« Waouh, c'est formidable !» Aurélie s'agenouille à leur hauteur. « Et tu lis quoi en ce moment ?»« Harry Potter. Enfin, maman me le lit le soir. » La jeune femme sourit timidement. « Je suis Fatou. Merci d'être gentille avec lui. » Au fil de l'après-midi, Aurélie apprend l'histoire de Fatou. Arrivée du Sénégal il y a 5 ans, elle a travaillé comme aide-soignante jusqu'à ce que l'hôpital ferme son service. Depuis 3 mois, elle et Kevin vivent dans un foyer d'hébergement d'urgence. « Mon rêve, » confie Fatou en baissant la voix, « c'est d'ouvrir un petit salon de coiffure. J'ai appris le métier au pays et ici j'ai suivi une formation. Mais pour le local, les papiers, tout ça, c'est compliqué, » compatit Aurélie. « Très compliqué. Mais je garde espoir. Pour Kevin. » En fin de journée, pendant que les bénévoles nettoient, le téléphone d'Aurélie vibre. 47 appels manqués de sa mère. Elle regarde l'écran un instant, puis l'éteint délibérément. Marcel s'approche. « Problèmes familiaux ? On peut dire ça. Vous savez, dit-il en rangeant ses couteaux avec soin, parfois la famille qu'on choisit vaut mieux que celle qu'on subit. » Ces mots résonnent en Aurélie pendant qu'elle rentre chez elle. Dans le métro, elle repense à cette journée. Marcel qui cuisine avec passion malgré tout. Fatou qui se bat pour son fils et ses rêves. Kevin qui lit Harry Potter et colorie en souriant. En arrivant chez elle, elle retrouve son carnet rouge et écrit « 24 décembre. J'ai découvert que donner rend plus heureux que recevoir, et que parfois, ceux qui ont le moins donnent le plus. » Son téléphone vibre encore. Sa mère. Mais cette fois, Aurélie n'éprouve aucune culpabilité à ne pas répondre. Demain, elle retournera au centre. Mais d'abord, que cache cette insistance soudaine de sa famille ? 3 jours plus tard, Aurélie reprend le chemin du supermarché. Dans le vestiaire, elle enfile sa veste aux couleurs de l'enseigne en repensant à son Noël différent. Loin des tensions familiales, elle a passé 2 jours formidables au centre d'accueil. Marcel lui a appris à faire une sauce béchamel parfaite. Fatou lui a montré comment tresser les cheveux de Kevin. Et elle s'est sentie utile, vraiment utile. Son téléphone n'arrête pas de vibrer depuis ce matin. Sa collègue Sandrine, en train d'ajuster son uniforme, lui lance un regard inquiet. « Ça va ? Ton téléphone sonne sans arrêt depuis que tu es arrivée. »« Ma mère, » explique Aurélie en glissant l'appareil dans son casier. « Elle veut me parler. »« Un problème grave ?» Aurélie réfléchit. « Non, je ne pense pas. Plutôt du remords. » À la caisse, entre 2 clients, elle jette un œil à son écran. 70 appels manqués. 70. Sa mère a dû composer son numéro toutes les 10 minutes depuis 3 jours. Quelque chose d'étrange l'envahit. Elle ne ressent aucune culpabilité, aucune angoisse, juste de la curiosité face à cette insistance soudaine. Madame Jolivet, une cliente habituelle, remarque son sourire. « Vous avez l'air rayonnante aujourd'hui, ma petite Aurélie. Les fêtes vous ont réussi ? » « Très bien même, » répond sincèrement Aurélie en scannant ses articles.
J'ai découvert de nouvelles choses. Ah, les voyages. Vous êtes allés où? Pas très loin finalement. Juste dans mon quartier. Mais j'ai rencontré des gens formidables. L'après-midi file tranquillement. Aurélie se sent apaisée, comme libérée d'un poids invisible qu'elle portait depuis des années. À chaque vibration de son téléphone, au lieu de stresser, elle sourit presque. Cette insistance de sa mère prouve bien qu'elle a eu tort 3 jours plus tôt. À 18h, elle décide enfin de décrocher. Sa mère répond à la première sonnerie. « Aurélie, enfin !» La voix de Françoise tremble, mélange d'émotion et d'agacement. « Ça fait des jours que j'essaie de te joindre. »« Bonjour maman. » Aurélie garde un ton calme, presque détaché. « Écoute-moi bien. » Françoise semble chercher ses mots. « Pour Noël, c'était juste un dîner, tu comprends ? » Philippe était stressé par ses nouveaux collègues. On pensait que... Que quoi, maman ? Que tu comprendrais. Que c'était exceptionnel. Aurélie s'assoit sur un banc de la place de la République, regardant les passants pressés rentrer chez eux. Une sérénité profonde l'habite, comme si elle observait cette conversation de l'extérieur. « J'ai compris, maman. J'ai très bien compris. Alors tu nous en veux pas ?» L'espoir perce dans la voix de Françoise. « On peut se voir ce week-end ? Rattraper tout ça ?» Aurélie sourit. Un sourire que sa mère ne peut voir, mais qu'elle sent dans sa voix. « Non, maman. Je ne vous en veux pas. Mais je ne viendrai pas ce week-end. Mais pourquoi ?» La voix devient plaintive. « Aurélie, tu es ma fille. » Justement. Aurélie se lève et reprend sa marche. J'ai découvert pendant ces 3 jours que j'avais de la valeur. Pas seulement comme fille ou comme sœur, mais comme personne. Je ne comprends pas. C'est normal, maman. Moi-même, je viens tout juste de comprendre. Elle raccroche doucement, sans colère, sans drama. Juste une décision claire, nette, libératrice. En rentrant chez elle, Aurélie s'arrête devant la vitrine d'une école de formation continue. Cours du soir, comptabilité, gestion d'entreprise. Ces mots qu'elle a vus des centaines de fois sans jamais oser y penser sérieusement. Aujourd'hui, ils résonnent différemment. Elle pousse la porte. La secrétaire, une femme souriante d'une 40aine d'années, lève les yeux de son ordinateur. « Bonsoir, vous vous renseignez pour les formations ?»« Oui. » Aurélie entend sa propre voix, ferme et déterminée. « Pour la comptabilité. »« Parfait. La prochaine session commence début janvier. Vous avez déjà une expérience ? » ?»« Non, mais j'apprends vite. Et j'ai de la motivation. » Le dossier d'inscription dans son sac, Aurélie rentre chez elle en souriant. Dans son carnet rouge, elle écrit « 27 décembre. Aujourd'hui, j'ai raccroché au nez de ma mère sans culpabilité. Et je me suis inscrite en comptabilité. » Marcel avait raison. On peut tout reconstruire à partir de rien, du moment qu'on garde l'espoir. Son téléphone sonne encore. Cette fois, elle ne regarde même pas qui appelle. Demain, elle retourne au centre. Marcel a promis de lui apprendre ses secrets de cuisine. Mais surtout, que va-t-elle découvrir sur Fatou et son projet de salon ? 1 mois plus tard, Aurélie a pris ses marques. 3 soirs par semaine, elle suit ses cours de comptabilité avec une assiduité qui surprend même ses professeurs. Les 2 autres soirs, elle les passe au centre d'accueil, où elle a officieusement adopté Marcel et Fatou. Ce jeudi soir, dans la cuisine du centre, Marcel lui enseigne l'art du roux parfait. Ses gestes sont précis, mais Aurélie remarque parfois ses hésitations, comme s'il cherchait ses mots ou oubliait momentanément ce qu'il faisait. Regardez bien Aurélie. Il remue doucement le mélange beurre-farine. Il faut que ça devienne doré, pas brun. Sinon, il s'arrête, front plissé. Sinon, c'est amer, complète Aurélie avec douceur. Exactement. Marcel retrouve son sourire. Vous apprenez vite. Vous avez ça dans le sang. Pendant qu'il cuisine, Fatou arrive avec Kevin. Le petit garçon court vers Aurélie, son cahier d'exercices à la main. Aurélie, tu peux m'aider avec les fractions ? Maman comprend pas bien. Bien sûr, mon grand. Fatou s'approche, un peu gêné. Il devient très attaché à vous. J'espère que ça ne vous dérange pas. Au contraire, Aurélie s'agenouille à la hauteur de Kevin. On fait une équipe formidable tous les 3, non ? Pendant que Kevin résout ses exercices, Fatou confie à Aurélie ses difficultés pour monter son projet de salon. Les démarches administratives la découragent, les termes techniques la perdent. « Si seulement je comprenais tous ces papiers », soupire-t-elle, en sortant une liasse de documents de son sac. Demande de financement, plan de développement, prévisionnel. Aurélie examine les papiers. Grâce à ses cours de comptabilité,
Elle commence à déchiffrer ce charabia administratif. Je peux t'aider, enfin essayer. Mes cours parlent exactement de ça. Vraiment? Les yeux de Fatou s'illuminent. On pourrait se retrouver à la bibliothèque municipale samedi après-midi. Qu'est-ce que tu en dis? Ce samedi-là, dans la salle d'études silencieuse de la bibliothèque, Aurélie et Fatou s'installent avec une pile de livres sur la création d'entreprises. Kevin dessine sagement à côté d'elle. Alors, explique Aurélie en prenant des notes, ton projet c'est un salon de coiffure afro, spécialisé dans les tresses et les soins naturels? Voilà, avec quelques produits de beauté aussi. Fatou montre des photos sur son téléphone. Regardez, c'est ce que je faisais au Sénégal. Aurélie découvre des coiffures magnifiques, complexes, artistiques. Fatou, c'est de l'art. Tu es une artiste. Elle travaille pendant 3 heures, interrompue seulement par les questions de Kevin et quelques pauses café. Aurélie aide Fatou à clarifier son projet, à chiffrer ses besoins, à structurer sa demande. Vers 17h, un homme s'approche de leur table. 36 ans environ. Jean et pull marine. Une petite fille de 8 ans à la main. « Excusez-moi », dit-il avec un sourire chaleureux. « Ma fille Emma aimerait emprunter le même livre de coloriage que votre petit garçon. » Kevin lève la tête, tout fier. « C'est pas un livre de coloriage, c'est des mandalas, c'est pour méditer. » L'homme rit. « Pardon, des mandalas pour méditer. Elle peut regarder ?»« Bien sûr. » Kevin fait une place à Emma. « Je vais t'apprendre. » Pendant que les enfants se liment d'amitié, l'homme se présente. David Moreau, éducateur spécialisé au centre social du 11e. Aurélie, et voici Fatou. Vous travaillez sur un projet? Demande David en remarquant leurs documents étalés. Fatou explique son rêve de salon de coiffure. David écoute avec attention, pose des questions pertinentes. Aurélie observe cet homme qui s'intéresse sincèrement aux autres, qui encourage Fatou avec justesse. Vous connaissez le dispositif d'aide à la création d'entreprises pour les demandeurs d'emploi? Propose David. Je peux vous mettre en contact avec une conseillère formidable. La conversation s'étire naturellement. David raconte son travail avec les jeunes en difficulté, sa passion pour l'accompagnement social. Aurélie parle du centre d'accueil, de Marcel, de ses cours de comptabilité. Fatou évoque ses espoirs et ses craintes. « Ah, papa, on peut rester encore ?» Emma s'entend déjà très bien avec Kevin. David consulte sa montre. « 19h, le temps a filé. On pourrait prendre un café ?» propose Aurélie, surprise de son audace. « Excellente idée », répond David, ses yeux pétillants. Au café d'en face, la conversation continue. David évoque son divorce récent, sa garde partagée d'Emma, ses défis de père célibataire. Aurélie raconte sa rupture avec sa famille, sa renaissance au centre d'accueil. « Vous savez, » confie David, « votre engagement là-bas, c'est admirable. Beaucoup de gens parlent de solidarité. Vous la vivez. » Vers 23h, ils se séparent à regret. David propose de venir aider au centre d'accueil le week-end suivant avec Emma. En rentrant chez elle, Aurélie écrit dans son carnet « 15 février. J'ai découvert qu'aider les autres m'aide moi-même. Et que parfois, les plus belles rencontres arrivent quand on ne les cherche pas. Marcel a encore eu un petit oubli aujourd'hui. » Cette dernière phrase l'inquiète un peu. Mais demain, Marcel lui apprendra-t-il enfin sa fameuse recette de blanquette? Et David tiendra-t-il sa promesse de venir au centre? 2 mois plus tard, Aurélie tient entre ses mains son certificat de comptabilité. Major de promotion. Ses professeurs l'encouragent à continuer vers un BTS, mais elle a d'autres projets en tête. « Tu es sûre de ton coup ?» demande Fatou en examinant le petit local rue des Pyrénées qu'elles visitent ensemble. « Certaine. » Aurélie mesure l'espace avec ses pas. « Regarde, devant ton salon de coiffure, derrière ma cuisine. On partage les charges, les clients peuvent se faire coiffer en attendant leur plat à emporter. C'est génial. » Marcel, appuyé contre le mur, hoche la tête avec enthousiasme. Saveur du cœur et tresse d'Afrique. Ça sonne bien. Depuis 3 semaines, ils préparent ce projet fou. Aurélie et Marcel lanceraient un service de plats cuisinés à emporter, pendant que Fatou ouvrirait son salon. Le microcrédit de Fatou est accordé, et Aurélie a économisé suffisamment pour démarrer modestement. David, qui les accompagne avec Emma et Kevin, examine les installations électriques. Tout a l'air aux normes, et la localisation est parfaite entre le métro et les écoles. « Papa, on pourra venir manger ici ?» demande Emma. « Tous les week-ends si vous voulez », promet Aurélie en ébouriffant ses cheveux. Le soir même,
Ils inaugurent officieusement Saveur du cœur dans la cuisine du centre d'accueil. Marcel a préparé sa spécialité, un bœuf bourguignon qui embaume. Les premières commandes arrivent via Facebook, principalement des habitués du centre qui ont goûté la cuisine de Marcel. Première livraison, annonce fièrement Aurélie en enfilant sa veste. Madame Durand, avenue de la République. Marcel, tu m'accompagnes ? Marcel prend les clés de sa vieille Clio, celle qu'il a gardée malgré ses difficultés. Pendant le trajet, il semble préoccupé, consulte plusieurs fois le GPS pour un chemin qu'il connaît pourtant par cœur. « Vous allez bien, Marcel ?»« Oui, oui. » Il ralentit à un feu vert. « C'est juste... ce quartier a changé. » Arrivé avenue de la République, Marcel tourne en rond plusieurs fois avant de trouver le numéro. Aurélie commence à s'inquiéter. Marcel connaît Paris comme sa poche. Il a livré dans tous les arrondissements pendant des années. « Marcel, on peut s'arrêter une minute ?» Il gare la voiture, les mains tremblantes sur le volant. Son regard se perd dans le vague. « Je me souviens plus », murmure-t-il. « Ce matin, je savais, et maintenant ?» Aurélie sent son cœur se serrer. Les petits oublis des dernières semaines, les moments d'absence, les recettes qu'il recommence parfois 3 fois. « Depuis quand, Marcel ? 6 mois peut-être. » Il évite son regard. Au début, je pensais que c'était la fatigue, le stress de la rue. Mais ça empire. « Vous avez vu un médecin ? Je veux pas savoir. » Sa voix se brise. Si c'est ce que je pense, si c'est cette maladie qui bouffe la mémoire. Alzheimer. Le mot reste suspendu entre eux, lourd de toutes ses implications. Marcel, regardez-moi. Aurélie prend ses mains dans les siennes. Quoi qu'il arrive, on sera là. Fatou, David, moi. Vous nous avez tout appris. Maintenant, c'est notre tour de vous accompagner. Les larmes coulent sur les joues ridées de Marcel. J'ai tellement peur d'oublier mes recettes. C'est tout ce qui me reste. Alors on va toutes les noter. Demain, on commence un carnet avec vos secrets. Chaque geste, chaque astuce. Cette nuit-là, Aurélie ne dort pas. Elle repense à Marcel, à sa fierté blessée, à cette maladie qui lui vole déjà ses souvenirs. À 3h du matin, elle appelle David. « Allô ?» Sa voix est ensommeillée mais inquiète. « Pardon de te réveiller. C'est Marcel. Elle lui raconte tout. David l'écoute sans l'interrompre. « Tu veux que je vienne ? Non, ça va. Enfin, non, ça va pas, mais... Merci d'être là. Toujours, Aurélie. Pour Marcel, pour toi, pour nous tous. » Le lendemain, quand elle annonce la nouvelle à Fatou, celle-ci fond en larmes. « Mon Dieu, pauvre Marcel. Et nous alors ? Le projet ? On continue, » déclare Aurélie avec une détermination qui la surprend elle-même. Différemment, mais on continue. Marcel nous a donné ce cadeau, ses connaissances. À nous de le faire grandir. Tu crois qu'on va y arriver ? Aurélie regarde par la fenêtre du centre. Marcel enseigne patiemment à un nouveau bénévole comment découper les légumes, avec cette patience et cette générosité qui le caractérisent. On va essayer. Et Marcel va nous aider tant qu'il peut. Mais au fond d'elle, une question la taraude. Comment préserver l'héritage de Marcel avant qu'il ne s'efface pour toujours ? Un mardi matin pluvieux d'avril, Aurélie ouvre sa porte pour découvrir Mathilde sur son palier. Sa sœur, habituellement impeccable, a les cheveux défaits, les yeux rougis, et porte un jean froissé qu'Aurélie ne lui a jamais vu. « Frangine », murmure Mathilde d'une voix brisée. « Il faut qu'on parle. » Aurélie la fait entrer, lui prépare un café en silence. Mathilde regarde autour d'elle le petit studio, les livres de comptabilité sur la table, les photos du centre d'accueil sur le frigo. « Tu as l'air épanouie », constate-t-elle avec une pointe d'amertume. « Ça va. Et toi ?» Mathilde éclate en sanglots. Tout s'effondre, Aurélie. Tout. Entre 2 hoquets, l'histoire sort par morceaux. Philippe la trompe depuis des mois avec sa secrétaire. Leur belle maison de Vincennes, hypothéquée jusqu'au cou, leur train de vie, financé à crédit, les dîners avec les collègues, les vacances aux Maldives, même la voiture de Philippe. Tout n'était qu'illusion. On doit 80 000 €, avoue Mathilde en se mouchant. Philippe dit que c'est ma faute, que je dépense trop. Mais c'est lui qui voulait impressionner ses patrons. Aurélie écoute sans juger. Cette sœur arrogante qui l'a humiliée à Noël n'est plus qu'une femme brisée, perdue. « Et maman ?» demande doucement Aurélie. « Elle fait de l'hypertension depuis votre dispute. » Mathilde relève la tête.
Elle t'appelle tous les jours mais raccroche avant que ça sonne. Elle dit qu'elle t'a perdu par sa faute. Aurélie sent une pointe de culpabilité, vite chassée par le souvenir de ces mots. On ne te veut pas. J'ai besoin de toi, Frangine. Mathilde agrippe sa main. Tu as toujours été la plus forte, la plus maligne. Dis-moi comment m'en sortir. Pourquoi tu viens me voir maintenant? La question sort plus durement qu'Aurélie ne l'aurait voulu. Mathilde baisse les yeux. Parce que j'ai toujours été jalouse de toi. Jalouse? De quoi? De ta simplicité, de ton authenticité. Les mots sortent péniblement. Toi, tu vis avec tes moyens. Moi, j'ai toujours voulu paraître. Tu es vraie, moi je suis fausse. Cette confession touche Aurélie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle revoit leur enfance, Mathilde qui l'admirait, qui la suivait partout. « Tu veux vraiment changer ?» demande Aurélie. « Je sais plus qui je suis » sanglote Mathilde. « J'aimerais être comme toi, mais j'ai peur de ce que les gens vont penser. » Aurélie réfléchit. Quelque chose en elle refuse de replonger dans les jeux familiaux, mais l'autre part de son cœur ne peut ignorer la détresse sincère de sa sœur. « J'accepte de t'aider », annonce-t-elle finalement, « mais à mes conditions. » « Lesquelles ? D'abord, tu consultes un avocat pour le divorce. Ensuite, tu cherches du travail, un vrai, et tu arrêtes de vivre au-dessus de tes moyens. Et pour maman, j'irai la voir, mais je ne reviendrai pas dans vos histoires. Plus jamais. Mathilde hoche la tête avec reconnaissance. Le week-end suivant, Aurélie emmène Mathilde au centre d'accueil. Sa sœur découvre Marcel, Fatou, Kevin, tout ce nouvel univers qu'Aurélie s'est construit. « C'est ici que tu passes tes soirées ?» demande Mathilde en regardant Marcel enseigner patiemment à des bénévoles. « Oui, et regarde. » Aurélie montre le petit local qu'elles aménagent avec Fatou. Dans un mois, on ouvre officiellement. Mathilde examine les travaux, les plans. Le business plan de Fatou étalé sur une table. « Tu as monté ça toute seule ?»« Avec mes amis », corrige Aurélie. Fatou pour la coiffure, Marcel pour la cuisine, David pour les conseils juridiques. « David ?» Aurélie sourit. « Mon ami, papa célibataire, éducateur spécialisé. Un homme bien. Il gagne combien ?» La question échappe à Mathilde. Ça n'a aucune importance. Le ton d'Aurélie se durcit. Il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Mathilde rougit, consciente de sa bévue. Pardon. Elle observe Fatou qui tresse les cheveux d'une cliente bénévole. Elle est douée, très, et courageuse. Mère célibataire, sans papier pendant des années, mais elle n'a jamais baissé les bras, contrairement à moi. Ce n'est pas trop tard pour changer. En repartant, Mathilde semble différente, plus fragile, mais aussi plus vraie. Aurélie, elle s'arrête sur le trottoir. Tu m'apprendrais à être comme toi ? Je t'apprendrai à être toi-même. Aurélie sourit, à condition que tu le veuilles vraiment. Cette nuit-là, Aurélie écrit dans son carnet « 15 avril ». Ma sœur m'a demandé pardon, mais surtout, elle m'a dit qu'elle m'enviait. Parfois, nos plus grandes faiblesses cachent nos plus grandes forces. Demain, elle ira voir sa mère, mais cette réconciliation avec Mathilde durera-t-elle quand les choses iront mieux pour elle ? 3 semaines plus tard, Saveur du cœur N13 d'Afrique ouvre officiellement ses portes. Le petit local rue des Pyrénées bourdonne d'activité. Fatou coiffe sa première cliente officielle, pendant qu'Aurélie supervise les derniers préparatifs en cuisine. Marcel, malgré ses difficultés croissantes, a insisté pour être présent. Il transmet ses recettes à Aurélie avec une urgence touchante. « Écris tout, ma petite », répète-t-il en lui montrant comment réussir sa fameuse blanquette. Le thym, toujours du thym frais. Et le secret, il s'arrête, cherche ses mots. Le secret, c'est l'amour qu'on y met, complète Aurélie avec douceur. Voilà. Marcel sourit, soulagé. Un jour, j'oublierai tout. Mais toi, tu te souviendras pour moi. Le succès dépasse leurs espérances. En 15 jours, elles ont une liste d'attente pour les rendez-vous coiffure, et les commandes de plats se multiplient grâce au bouche à oreille. Mathilde, fidèle à sa promesse, vient aider 3 après-midi par semaine. Elle découvre qu'elle a un don pour accueillir les clients et gérer les réseaux sociaux. Qui aurait cru que ma sœur la bourgeoise deviendrait notre meilleure commerciale ? Plaisante Fatou, en regardant Mathilde expliquer les soins capillaires à une cliente. David passe tous les soirs après son travail. Emma dans une main, des courses dans l'autre.
Il aide aux livraisons, répare ce qui casse, écoute Aurélie raconter sa journée. Un soir de mai, pendant qu'ils rangent ensemble la cuisine, David aborde un sujet qu'il reporte depuis des semaines. « Aurélie, il faut que je te parle. » Quelque chose dans son ton l'a fait s'immobiliser. « J'ai reçu une proposition de mutation. » Il évite son regard. Responsable d'un centre éducatif à Rennes. Une formidable opportunité professionnelle. Le cœur d'Aurélie se serre. C'est bien pour toi. Le poste est libre en septembre. David se rapproche d'elle. Viens avec moi. David, Emma t'adore. Toi et moi, on se complète parfaitement. À Rennes, on pourrait recommencer. Tous les trois. Aurélie regarde autour d'elle. La cuisine qu'elle a aménagée avec Marcel, les photos de l'équipe sur le mur, le planning des commandes de la semaine prochaine. Et tout ça, Fatou? Marcel? Fatou s'en sort très bien maintenant. Marcel? David hésite. Marcel a besoin de soins professionnels, Aurélie. Tu ne peux pas être responsable de lui toute ta vie. Cette phrase sonne juste mais fait mal. Marcel devient de plus en plus fragile. La semaine dernière, il s'est perdu en allant acheter du pain au coin de la rue. « J'ai besoin de réfléchir », murmure-t-elle. « Bien sûr, prends ton temps. Mais… » David lui prend la main. « Je t'aime, Aurélie. Vraiment. » Le lendemain, Aurélie en parle à Fatou en préparant une commande pour 50 personnes. « Tu l'aimes ?» demande directement Fatou. « Ah, oui. Mais… » « Alors vas-y !» Fatou lève les yeux de sa sauce béchamel. « Tu mérites d'être heureuse. Et vous, Marcel? L'entreprise? On s'en sortira. » Fatou sourit tristement. « Tu nous as appris à voler. Maintenant, vole de tes propres ailes. » Cette conversation trouble Aurélie plus qu'elle ne l'aurait pensé. Le soir, Marcel s'approche d'elle pendant qu'elle nettoie ses plans de travail. « David vous a parlé, » dit-il simplement. « Ce n'est pas une question. »« Comment vous savez ? » ?»« Je perds la mémoire. Pas la vue. » Marcel sourit. « Il vous aime, c'est évident. Et vous l'aimez aussi. Mais vous, Marcel ? Qui va… » « Ma petite fille, » l'interrompt Marcel en posant sa main ridée sur son épaule. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime, c'est de le laisser libre d'être heureux. Le samedi suivant, Aurélie reçoit un appel de sa mère. Françoise vient d'être hospitalisée pour un malaise cardiaque. Rien de grave, mais Mathilde panique. À l'hôpital, Françoise saisit la main d'Aurélie avec une force surprenante. « Si tu pars, je vais mourir de chagrin, » murmure-t-elle d'une voix faible. « Tu es tout ce qui me reste de bien dans cette famille. Maman, promets-moi de rester. Promets-le-moi. » Aurélie rentre chez elle le cœur lourd. D'un côté, David et Emma qui l'attendent à Rennes. Une nouvelle vie, l'amour. De l'autre, Marcel qui a besoin d'elle. Fatou qui compte sur elle. Sa mère qui la manipule encore, mais qui vieillit. Cette nuit-là, elle écrit dans son carnet « 20 mai. Comment choisir entre l'amour et la loyauté, entre ses rêves et ses devoirs. Demain, elle doit donner sa réponse à David. Mais comment choisir entre son cœur et sa conscience ? L'hôpital Saint-Antoine sent le désinfectant et l'inquiétude. Aurélie traverse les couloirs carrelés, un bouquet de marguerites à la main. Dans la chambre 204, sa mère Françoise sommeille, reliée à un monitoring cardiaque qui égrène ses bips réguliers. Mathilde, assise près du lit, lève des yeux fatigués. « Elle t'attendait », chuchote-t-elle. Elle dit qu'elle ne partira pas sans t'avoir parlé. Françoise ouvre les yeux au bruit de leur voix. Son visage s'illumine en apercevant Aurélie. « Ma fille », sa voix est rauque, affaiblie. « Tu es venue. » Aurélie s'approche, pose les fleurs sur la table de chevet. « Comment tu te sens ?» Comme une vieille idiote qui a failli perdre ce qu'elle avait de plus précieux. Françoise essaie de se redresser. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Aurélie tire une chaise près du lit. Mathilde se lève discrètement. « Je vais chercher un café. » Elle se retrouve seule pour la première fois depuis Noël. Françoise saisit la main de sa fille avec une force surprenante. « Je dois te dire la vérité, » commence-t-elle, les larmes aux yeux. « Ce que j'ai fait à Noël, c'était pas à cause de Philippe. Maman, non, laisse-moi finir. » Françoise serre plus fort. « J'ai toujours eu peur que tu me juges. Moi qui n'ai pas fait d'études, qui ai toujours galéré pour joindre les deux bouts. Quand tu étais petite et que tu ramenais de bonnes notes, j'étais fière mais aussi terrifiée. » Aurélie fronce les sourcils. « Terrifiée ?
J'avais peur qu'un jour tu te rendes compte que ta mère était juste une femme de ménage inculte. Oh, les mots sortent dans un souffle. Alors quand tu réussissais quelque chose, j'avais tendance à te rabaisser, pour que tu restes à ma portée. Ces paroles frappent Aurélie comme une révélation. Tous ces petits sabotages inconscients, ces remarques décourageantes quand elle avait des projets. Et à Noël, demande doucement Aurélie. Philippe et ses grands airs m'impressionnaient. Françoise baisse les yeux, honteuse. J'ai voulu faire comme si j'étais quelqu'un d'autre. Quelqu'un de respectable qui avait réussi l'éducation de ses filles. En excluant une de tes filles, j'ai cru que... Sa voix se brise. J'ai cru que si tu n'étais pas là, personne ne verrait que j'avais échoué avec toi. Que tu étais resté simple employé, alors que ta sœur avait épousé un cadre. Aurélie encaisse le choc. Toute sa vie, elle a cru que sa mère la trouvait insuffisante. En réalité, c'est Françoise qui se trouvait insuffisante. « Mais maman, je ne t'ai jamais jugée. » « Je sais. » Françoise pleure maintenant ouvertement. « C'est pour ça que tu es la meilleure de nous toutes. Tu as réussi là où j'ai échoué. » La porte s'entrouvre. Mathilde revient avec 3 gobelets de café fumant. « J'ai tout entendu, » avoue-t-elle en s'asseyant. « Et moi aussi, j'ai quelque chose à dire. » Elle respire profondément avant de se lancer. « Aurélie, j'étais jalouse de toi depuis toujours. Tu me l'as déjà dit. » Mais pas pourquoi vraiment. Mathilde fixe ses mains. Toi, tu t'en sortais toujours. Même dans la galère, tu trouvais des solutions. Moi, j'avais besoin qu'on me prenne en charge. Philippe, ses parents, ses amis, j'existais à travers eux. Et maintenant, je découvre qui je suis vraiment. Mathilde sourit timidement. Grâce à toi, au centre, avec Fatou et Marcel, j'apprends à être moi-même, pour la première fois de ma vie. Françoise les regarde tour à tour. Mes filles, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais, répond Aurélie avec douceur. Mais maintenant, on peut faire mieux toutes les 3. Elles se prennent la main autour du lit d'hôpital. 3 générations de femmes qui se retrouvent enfin. Tu me pardonnes ? Demande Françoise. À une condition, répond Aurélie. Promets-moi d'arrêter de t'excuser d'être qui tu es. Tu m'as donné la vie, l'amour du travail bien fait, la générosité. C'est énorme. Et moi, ajoute Mathilde, je promets d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. L'infirmière entre pour les médicaments du soir. Il faut laisser madame se reposer maintenant. En partant, Aurélie embrasse sa mère sur le front. Maman, si David me demande de partir avec lui à Rennes, tu feras ce qui te rend heureuse, l'interrompt Françoise. Et si tu es heureuse, je le serai aussi. C'est ça, aimer vraiment. Dans l'ascenseur, Mathilde serre le bras de sa sœur. Elle a raison, tu sais. Pour David. Je sais. Aurélie sourit. Mais j'ai pris ma décision. En sortant de l'hôpital, Aurélie écrit dans son carnet « 22 mai. Aujourd'hui, j'ai compris que l'amour familial, le vrai, c'est accepter l'autre tel qu'il est et se pardonner d'être imparfait. » Demain, elle annoncera sa décision à David. Mais d'abord, comment va réagir Marcel quand elle lui dira qu'elle reste ? 6 mois plus tard, un dimanche ensoleillé de novembre. Dans le local rénové de Saveurs du cœur and tresse d'Afrique, Aurélie dresse une grande table pour 14 personnes. Aujourd'hui, elle fête ses 33 ans, mais surtout l'anniversaire de sa vraie naissance, le jour où elle a raccroché au nez de sa famille pour se construire une vie authentique. Marcel arrive en premier, accompagné de l'aide-soignante de sa résidence médicalisée. Ses bonjours se raréfient, mais aujourd'hui son regard pétille de malice. « Ma petite chef !» illume l'air avec bonheur. « Ça sent le bœuf bourguignon. »« Ma recette ?»« Votre recette », confirme Aurélie en l'embrassant. « Avec tout l'amour que vous m'avez appris à y mettre. » Fatou arrive ensuite avec Kevin, maintenant 10 ans, qui porte fièrement sa cravate neuve. Elle rayonne dans sa robe colorée, les cheveux tressés selon une technique qu'elle enseigne désormais dans une école de coiffure parisienne. « Tante Aurélie !» Kevin court vers elle. « Maman a une surprise à t'annoncer. »« Kevin !» gronde Fatou en riant. « Tu ne sais pas garder un secret ?»« Quelle surprise ?» Fatou brandit un document officiel. « Mon diplôme de formatrice et mon contrat avec l'école Pigier. Je commence en janvier. » Elle s'embrasse, émue. Fatou qui formera d'autres femmes à son métier, qui transmettra à son tour. Mathilde pousse la porte avec Françoise,
remise de ses problèmes cardiaques. Sa sœur a trouvé un petit appartement près de chez leur mère et travaille maintenant à temps plein comme assistante de communication dans une association. Françoise aide 2 matinées par semaine au centre d'accueil, où sa générosité naturelle fait merveille. Mes filles. Françoise embrasse Aurélie longuement. Tu es radieuse. David arrive avec Emma, qui a grandi et porte maintenant un appareil dentaire qui la rend encore plus craquante. Il revient de Rennes tous les 15 jours et ils construisent leur histoire à distance, sans pression, dans le respect mutuel de leur choix. Comment ça se passe là-bas ? Demande Aurélie en servant l'apéritif. Formidable, mais... David la prend dans ses bras. Tu me manques énormément. Toi aussi. Mais regarde. Elle montre le local qui bourdonne d'activité même le dimanche. Ici aussi j'ai ma place. Je sais, et je t'aime pour ça. Les derniers invités arrivent. Marie du centre d'accueil, quelques clients devenus amis, et surprise, Sarah, son ancienne collègue du supermarché venue découvrir la nouvelle vie d'Aurélie. Je n'en reviens pas, s'exclame Sarah en regardant autour d'elle. Toi qui étais si discrète. J'étais surtout étouffée, répond Aurélie en souriant. Il m'a juste fallu apprendre à respirer. Pendant le repas, les conversations s'entremêlent autour de la table. Marcel raconte ses souvenirs de grand chef, Fatou parle de ses projets d'avenir, Mathilde évoque sa nouvelle indépendance. Emma et Kevin comparent leurs lectures, devenus complices comme frères et sœurs. Au moment du dessert, Aurélie se lève, émue. J'aimerais dire quelque chose. Sa voix tremble légèrement. Il y a 1 an, j'ai reçu un appel qui a changé ma vie. Ma famille me rejetait parce que j'étais trop pauvre. Aujourd'hui, je réalise que j'étais pauvre. Pauvre d'estime de moi. Pauvre d'ambition. Pauvre d'amour pour moi-même. Françoise baisse les yeux, touchée. Mais grâce à vous tous, j'ai découvert ma vraie richesse. Aurélie regarde Marcel. Vous m'avez appris que donner nourrit l'âme. Elle se tourne vers Fatou. Vous m'avez montré que l'amitié transcende les origines. Son regard croise celui de David. Vous m'avez prouvé qu'on peut aimer sans posséder. Elle sourit à sa famille. Et vous m'avez enseigné que pardonner libère celui qui pardonne. Marcel lève son verre d'une main tremblante. À Aurélie, qui nous a tous nourris. À Aurélie, reprennent-ils en chœur. Le téléphone du restaurant sonne. Aurélie décroche avec son sourire habituel. Saveur du cœur, Aurélie à l'écoute. Bonjour, dit une voix féminine. Je vous appelle pour un mariage de 60 personnes le mois prochain. On m'a dit que vous étiez les meilleurs. Aurélie regarde autour d'elle. Sa famille choisie qui rit autour de la table. Marcel qui essuie discrètement une larme de bonheur. Fatou qui aide Kevin avec son dessert. David qui la regarde avec tendresse. Merci beaucoup. Nous serons ravis de mettre de l'amour dans votre événement. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Like saplings and stuff. It's just to make bone meal. You put saplings in it? Can't you put like food and stuff too, no? Yeah. Just like any like. What if you put like seeds in there? Can you put seeds? You can Yeah, put you seeds. in there. Okay, cool. Whoa, look at that fucking flying motherfucking I know. I'm trying fire to beam. fight it right now. That is so bright. I can't even get it, bro. It's too high. Hi, Speaking of pink Ryan. door, How are you? A pink door? How do I have one? why do you have one? Why does it look like? Because I'm a girl, duh. The fuck? What kind of stupid motherfucking question is that? I put together a Thunderstone if you want to evolve your Eevee. 2 electric, right? I think that's what it evolves into. Jolteon. Do you want Jolteon or do you want somebody else? Like you already have I an don't electric. know. I don't know. It's such a hard question. Like, I really don't know. I really don't know. I want all of them. And we've only ever encountered 2 Eevee this entire time we played. So, like,
it's hard to pick, man. Like, I know if I pick and I regret it, I'm gonna be so sad. Yeah. Okay, so what do I do with the freaking 92 silicon I have? What do I do with that? I don't know. I don't even know what it's used for. Doesn't it? You can't tell me it doesn't look like it, though. It does. It looks exactly like it. Bro. Man. What do I do now? Yeah, just keep it in a chest for now. I've been chilling. This is like my first stream in like 2 months, I think. I think so, but do you think if I break my fossil thingy, it'll destroy it? I think so. I hate it there. Thomas, why didn't you tell me? Dude, all the Pokemon stuff that you have, you did to destroy. Can you Jeffy, just remake try it? What's it called? How much Yeah, stuff do you need? I can, but we don't have aluminum. Well, we did all the fossils, so honestly, you could just break it. The next thing I have to make is different from it anyways. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Cause it's ugly. It's like right at my door, bro. I don't like it. Bruh, you placed it right at your door. And also, is it possible to make barrels with different color wood? I don't think I've ever seen a barrel that's a different color. I don't think so. I think they all just turn into the same. That sucks. That stinks. Hmm. Hmm.